Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre le 19h45 d'ITV, dont voici les titres. Les femmes souffrant de cancer vont bénéficier de la chimiothérapie à titre gracieux. C'est une annonce du ministre de la Santé qui a fait la ronde des structures sanitaires au moment où débute la campagne Octobre Rose. Les enseignants ont repris les classes ce matin. Ils précèdent de 48 heures les élèves qui devront commencer les enseignements-apprentissages le jour même de l'ouverture des classes. Le marché Kermel échappe de peu à une seconde tragédie après celle de 1993 qu'il avait complètement consumée. Hier nuit, un incident d'origine électrique a fait des dégâts considérables au niveau du sous-sol. Gambie, Adama Barrow entend faire volte-face. Tout porte à croire qu'il ira au terme de son mandat de 5 ans, alors qu'il avait promis d'en faire moins. Ses adversaires fustigent d'ores et déjà son attitude. Dans un instant, le développement de tous ces titres. Octobre Rose commence, le moment idéal pour se liguer encore davantage contre les cancers qui touchent les femmes. Ce sont des pathologies métaboliques qui explosent du fait du changement des modes de vie et de la consommation. Dans le cadre de la riposte, le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, a annoncé que la gratuité de la chimiothérapie pour les femmes devenait effective. Voici le reportage de Abdourahmane Ly et Séléman Diallo. Cette visite du ministre de la Santé et de l'Action sociale a pour objectif de faire le point sur l'effectivité de la gratuité de la chimiothérapie chez la femme au Sénégal. Une décision du chef de l'État Macky Sall qui, pour Abdoulaye Diouf Sarr, est bien respectée au niveau des zones hospitalières visitées. Notamment pour les cancers du col de l'utérus et du sein. Et nous avons ce matin tenu personnellement à venir faire le point pour voir si tout le dispositif est en place et qu'il n'y ait pas effectivement de difficultés dans la mise en œuvre. Nous avons fait l'hôpital Aristide de Dantec, l'hôpital Grand Yoff. Nous sommes aujourd'hui actuellement à Dalal Jamm et d'autres équipes sont un peu partout dans les autres points de service pour vérifier effectivement si tout le dispositif roule. Et nous pouvons effectivement, sans risque de nous tromper, dire que les choses sont en place. C'est donc officiel et effectif. La chimiothérapie, un traitement médicamenteux contre le cancer, est aujourd'hui gratuit au Sénégal chez la femme. Une mesure qui mérite tout de même un suivi sérieux. On a mis en place un dispositif au niveau de chaque structure. Il y a des outils et des méthodes de gestion de l'initiative. Et nous, au niveau central, il y a un reporting qui nous permettra mensuellement de faire le point et de revenir en feedback pour voir comment corriger les dysfonctionnements. Vous pouvez être rassuré. À tous les critères pour pouvoir bénéficier de ces médicaments gratuitement pour la chimiothérapie. 100% pour les cancers du col de l'utérus et du sein et 60% pour les autres types de tumeurs. Dans une étude faite par l'Organisation mondiale de la santé, des chiffres alarmants ont concerné le Sénégal sur la situation du cancer dans le monde. Près de 30 000 victimes, dont les 20 000 pouvaient être secourues avec l'application de programmes adaptés. Des chiffres qui peuvent être revus à la baisse avec la gratuité de la chimiothérapie, confie ce médecin. L'impact sera que la qualité de la prise en charge changera complètement en faveur des malades. Il y a aussi des malades qui mourraient parce qu'ils avaient du mal à se trouver des médicaments pour se soigner. Voilà entre autres problèmes que ce programme pourra régler. La santé et le développement, deux choses étroitement liées, raison pour laquelle les autorités compétentes s'engagent à batailler ferme pour une santé pour tous, qui est un droit pour tous. La santé et l'éducation, c'est le sens même de la vie. Les vacances sont terminées. En attendant d'accueillir les apprenants, les enseignants ont anticipé et repris le chemin des classes. Nous sommes allés voir dans un établissement scolaire de Dakar comment s'est passée
cette rentrée. Un seul état d'esprit prévaut. Tout est mis en œuvre pour que les enseignements apprentissages débutent le jour même de la rentrée. C'est un reportage de Moustapha Gabar Diop ainsi qu'Augustin Manda. 48 heures avant ses élèves, l'équipe pédagogique de l'école Ahmadou Mbahan Diop a effectué sa rentrée scolaire ce mardi. Une occasion pour la nouvelle directrice, Marguerite Sen, de se familiariser avec ses collègues. Nous étions en conseil de classe pour rappeler un peu le rôle des maîtres envers l'école et aussi leur donner quelques documents de bord avec lesquels ils pourront commencer les cours. 6 enseignants pour les classes en français, une maîtresse de préscolaire et un maître d'arabe auquel la directrice a transmis un message très simple. C'est d'être au beau fixe et vraiment de respecter les cahiers de charge, de venir à l'heure, de faire son travail correctement. Madame Traoré était enseignante en CE1 l'année dernière. Après 3 mois de vacances, elle a hâte de retrouver sa classe de l'année dernière en CE2 cette fois-ci. Pour elle, tout est prêt pour commencer les cours dès le jour de la rentrée. Nous sommes prêts à démarrer les cours dès l'arrivée des élèves parce qu'on s'est déjà préparé pour ça. On a déjà eu des réunions avant avec le comité de gestion. Inch'Allah, jeudi, lorsqu'on aura des élèves, on va faire quelque chose, ne serait-ce que pour stabiliser avec eux. Le comité de gestion de l'école, quant à lui, s'active pour s'assurer que les élèves pourront étudier dans de bonnes conditions. L'école est vétuste, parce que ça date de l'époque coloniale. Quand on vous dira que Ibader Thiam a enseigné dans cette école de l'autre côté, il n'y avait que ces 2 écoles en son temps. Mais on va faire de notre mieux pour améliorer ça par rapport à une bonne éducation de nos enfants, pour les mettre dans d'excellentes conditions. En fait, on a commencé par les tables bancs et on a eu un partenaire qui nous a refait quelques tableaux. Le reste, je pense que ça va venir. Un des objectifs majeurs de cette année sera de remettre en état la salle numérique de l'école primaire pour y donner des cours d'informatique. Au lendemain du sinistre du marché Kermel, l'heure est venue de s'apitoyer. Les commerçants victimes évaluent les dégâts à coups de millions. Ceux qui raffolent de fruits de mer, de crevettes et de gambas et qui fréquentent ce marché vont en ressentir rapidement les effets. C'est un reportage de Omar Khan et Barasso. Marché Kermel, le calme après la tempête. L'heure est à la récupération après le passage des flammes. L'incendie qui s'est déclaré ici dans la nuit du lundi a laissé des séquelles et fait quelques dégâts matériels. Il y a 2 congélateurs qui brûlaient. Il y a 2 congélateurs avec son marchandise, valeur de 4 millions, 5 millions. Il y a un chambre de froid aussi qui, auprès des congélateurs qui a brûlé. Il y a des dégâts quand même. Avec l'installation, tout est brûlé, hein, avec le tuyau qui évacuait le dôle là, donc est brûlé. Mais à part ça, il n'y a pas beaucoup de dégâts. Pour les sinistrés, ce sont des millions qui sont partis en fumée. On m'a appelé vers 19h pour me dire que les frigos avaient pris feu. Et dans ces frigos, il y avait des fruits de mer. Et si je dois faire une estimation, elle tournerait autour de 2 millions de francs CFA. Les frigos ont complètement brûlé. On n'a presque rien pu sauver, à part ce que vous voyez ici. J'ai perdu une valeur de 3 à 4 millions. On n'a rien pu sauver. Et nous, c'est de ça que nous vivons. Nous n'avons pas assez de moyens. On a tout perdu et nous demandons de l'aide. Si l'incendie d'hier a causé plus de peur que de mal, c'est grâce aux leçons tirées de l'incendie de 1993 qui avait ravagé le marché. Le 23 septembre 1993, le marché est brûlé, avec l'électricité encore, des coups de cirque. Il n'y a rien, des milliards. Il n'y a rien, on ne sort rien. Toutes les marchandises, les frigos, ils brûlent. Il n'y a rien qui reste. Toute l'électricité qui danger, quand même, danger un peu, on les met à sous-sol. Maintenant, c'est ça qui nous sauve cette fois-ci. Sinon, catastrophe encore. Tu sais, le marché est catastrophe, c'est des bois.
Tu as vu le serpent là, c'est de bois. Un court-circuit émanant de 2 décongélateurs au sous-sol du marché serait l'origine du sinistre. Un incendie vite maîtrisé par les soldats du feu. Ouf de soulagement bien sonore, mais le marché Carmel a failli être encore consumé par un nouvel incendie après celui de 1993 qu'il avait totalement ravagé, on s'en rappelle. L'incident s'est produit hier en début de soirée des suites d'un court-circuit. Il a endommagé des réfrigérateurs au sous-sol. Fort heureusement, le foyer a vite été maîtrisé par les soldats du feu. C'est un sujet de Soda Diakoumpa et Sidignan. C'est le sous-sol du marché qui a pris feu. L'accès est difficile, voire impossible. Plus de 100 frigos ont été endommagés. À l'intérieur, beaucoup de denrées alimentaires. Le sinistre aurait été provoqué par un court-circuit. Le gardien des lieux raconte les faits. C'est l'un des réfrigérateurs qui a commencé à prendre feu. Ça s'est propagé par la suite. Lorsqu'on l'a constaté, on a tout de suite coupé le courant, mais aussi le compteur pour arrêter l'incendie. À 20 heures. Plus de peur que de mal, les sapeurs-pompiers ont réussi à maîtriser le feu. Toutefois, le gardien précise que les pertes sont estimées à plus d'1 million. Le feu a commencé avec un réfrigérateur. Par la suite, ça s'est propagé. On peut estimer à 1 million de francs CFA la valeur de ces frigos-là. C'était juste une étincelle au début qui a causé ça. Venu constater les dégâts, Abdou Birahim Diop, directeur du développement urbain de la ville de Dakar, pense qu'il faut un audit des marchés pour parer à ce genre de situation. Ah oui, certainement, parce que ici, vous savez, comme vous le savez, il y a la protection civile et la commission auxiliaire de la protection qui dépend du représentant de l'État, c'est-à-dire ici, monsieur le préfet. Donc certainement, qui viendra demain avec toute l'équipe de la commission auxiliaire, mais bien entendu avec aussi la mairie de Dakar Plateau, dont la gestion relève donc de ce marché, et certainement aussi la ville de Dakar, parce que aussi c'est un bâtiment classé patrimoine historique. Le marché Carmel, classé monument historique en 1997 suite à un incendie, a besoin que ses installations électriques soient revisitées. Il y a le feu dans la ville, l'air que les Sénégalais respirent au milieu des gaz d'échappement dans la circulation est très fortement polluée. L'explosion du parc automobile est hors de tout contrôle à Dakar. Officiellement, 600 000 véhicules sont en circulation dans le pays, ceux qui sont chargés de réguler la circulation, de même que les automobilistes souffrent de plus en plus d'affections respiratoires. C'est un reportage de Cheikh Hassanafal et Sidignan. Le carburant africain contient un taux de soufre beaucoup plus élevé que la norme, notamment comparé à celui en vigueur en Europe ou aux États-Unis, comme le révèle la BBC. Soufre qui se retrouve ensuite dans l'atmosphère et qui est ingurgité par la population. Et les plus exposés sont les personnes dans le trafic automobile, l'éclair de leur temps. Il y a une pollution donc industrielle, mais il y a une pollution aussi automobile importante. Et l'ensemble de ces pollutions sont agrégées au niveau donc de la ville. L'exposition à une pollution donc chronique peut toujours être à l'origine donc de certaines pathologies respiratoires en particulier. D'après un article de France Info Afrique, en janvier 2018, Dakar comptait 300 000 véhicules pour 3 300 000 habitants. Et les émissions de gaz émanant des voitures constituent une menace notoire pour les agents de la circulation. De plus en plus, c'est surtout donc le gasoil, les voitures donc au diesel, qui sont donc surtout les plus impliquées. Parce que des travaux ont montré effectivement que la pollution donc diesel était dangereuse donc pour la santé. C'est vrai que nous avions en son temps noté effectivement les gens qui étaient pendant longtemps dans la circulation avaient quand même quelques velléités d'avoir donc plus de pathologies pulmonaires. Des agents qui sont exposés
à des maladies respiratoires et bien plus. L'asthme, la bronchite chronique, ce sont essentiellement donc des pathologies respiratoires et plus tard maintenant la survenue des cancers. En matière donc de pollution et souvent de maladies chroniques, l'installation donc des pathologies se fait de manière progressive avec des possibilités d'exacerbation en fonction de l'état de santé de l'individu qui peuvent donc s'accélérer. Ces hommes sont exposés aux gaz hostiles à la santé à longueur de journée. Pour votre sécurité, vos déplacements et votre confort, des milliers de Sénégalais mettent leur santé en péril en connaissance de cause ou non. Il serait peut-être temps de s'y arrêter. Nous baignons donc dans la pollution, mais le projet de dépollution de la baie de Han franchit une étape supplémentaire dans sa mise en œuvre. 80% des personnes et des familles impactées ont été indemnisées à hauteur de 3 milliards. Les travaux de dépollution vont en effet permettre à un demi-million de citoyens d'avoir accès à l'assainissement et à un cadre de vie décent. Reportage sur place de Boudal Diagne. Quatrième séance de remise de chèques des populations impactées par les travaux du projet de dépollution de la baie de Han. 80% des bénéficiaires sont déjà indemnisés. On paye des impôts sur 75% des personnes qui sont impactées et nous sommes à un peu plus de 3 milliards de francs CFA de paiement. On est vraiment sur la dernière ligne droite. Au-delà des impôts, j'aime pas moi forcément utiliser le mot impacté, je veux plutôt parler des bénéficiaires. Bénéficiaires, c'est parce qu'il s'agit d'améliorer le cadre de vie des populations. Mais le projet se heurte à des contraintes. Le nouvel accord de prêt qu'on a signé avec l'Agence française de développement et la coopération néerlandaise date d'une année. On est à 0 taux de décaissement. C'est une grande performance. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse un peu sur certains de nos mécanismes de passation de marché. En réalité, je pense que les populations ne peuvent pas forcément attendre. Et plus vous attendez, plus vous avez une dégradation de la baie. Je pense qu'on doit se poser beaucoup de questions, changer de paradigme pour voir comment on peut aller beaucoup plus rapidement dans les procédures de passation de marché pour permettre aux populations de bénéficier de ces ouvrages qu'ils attendent depuis très longtemps. Ce n'est pas seulement sur l'assainissement, c'est sur l'eau potable, c'est sur les routes, c'est surtout où je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse un peu plus comment on doit adresser ces problèmes. Par ailleurs, l'autorité administrative demande aux populations de faire preuve de collaboration. Et que nous souhaitons, comme on l'a tantôt dit, que les populations impactées nous accompagnent dans ce processus-là pour qu'il n'y ait pas d'encombre et que tout le monde, toute personne impactée par le projet puisse recevoir son chèque. La baie de Han est dans une situation de dégradation avancée. Face à cet enjeu environnemental, le programme de dépollution de la baie va participer à restaurer la qualité des eaux de la baie, une démarche participative et inclusive selon les acteurs. L'écologie devient donc une question centrale dans nos vies, d'où l'importance stratégique à s'occuper des points d'eau et réserves naturelles. La lagune de la Somone sur la Petite Côte a été débarrassée de ses impuretés, une initiative qui entre dans le cadre d'un plan de dépollution auquel les riverains ont activement pris part. Le commandant de la réserve réagit ici au micro de Aliou Khan à Mbour. Comme vous le savez, comme le nom indique, c'est une réserve naturelle. Donc on demande surtout la participation communautaire. Cette journée, vous avez vu qu'on l'a fait sciemment d'inviter toutes les populations, toutes les parties prenantes, comme l'a si bien mentionné le maire de la commune. C'est parce que tout simplement nous voudrons que les populations s'approprient cette réserve. Parce que c'est vrai qu'en tant qu'agent, nous sommes chargés de veiller à la propriété, mais tant que la population n'adhère pas, je pense que nous ne pourrons pas atteindre les objectifs. On a fait également sciemment d'inviter les charités que vous avez vues, qui ont vraiment participé pleinement à la journée, parce que c'est important aussi de souligner l'origine de la pollution que nous avons ici au niveau de la réserve. Nous avons deux sortes d'origine de pollution. Nous avons d'abord l'origine, disons, maritime, donc des dépôts d'ordures qui sont jetés à une dizaine, voire 20 km de la réserve. Et lors des marées hautes, notamment les marées de Knos, comme c'est le cas aujourd'hui, sont déversés. En fait, ces marées-là, l'eau amène toutes sortes de pollution, que ce soit
des déchets plastiques et autres déchets qui sont déversés au niveau de la réserve. La deuxième source de pollution, c'est au niveau même des populations. Parce que les gens, malgré les efforts des communes, parce qu'il y a un service de ramassage qui se fait à travers les camions, mais il y a toujours des gens qui ne respectent pas ça, qui préfèrent, disons, donner des charretiers, payer des charretiers. Et ces derniers, malheureusement, s'ils ne sont pas en sensibilité, ce sont ces charretiers maintenant qui déversent nuitamment ces ordures au niveau de la commune. Ce qu'on a nettoyé aujourd'hui, bon, c'est pas mal, mais nous, on n'est pas dans la gestion événementielle. Donc aujourd'hui, c'est une journée sur 365 jours. Ce que nous voulons, nous appelons les populations à plus de responsabilités. Les historiens du présent doivent s'adapter au monde moderne ou bien disparaître. Un journaliste freelance vient de lancer l'idée de la maison des reporters qui va créer de la disruption par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir jusqu'à présent. La maison des reporters sera d'une indépendance éditoriale complète avec tout le recul nécessaire. L'initiateur du projet, Moussa Ngom en l'occurrence, est ici au micro de Cheikh Diop et Seleman Diallo. La Maison des reporters, c'est un média qui tire ses origines d'un triple désir. Déjà le désir de liberté éditoriale, le désir d'innovation en matière de modèle économique, le désir d'innovation en matière de contenu. Parce que nous sommes partis du postulat qu'il y a un certain nombre de contenus qui ne reflètent pas le désir réel du public et qui ne reflètent pas aussi la nécessité réelle en matière d'information dans une société démocratique ici au Sénégal. Donc on a voulu créer un média en ne reproduisant pas les mêmes vices que ce que l'on voit très souvent, c'est-à-dire un média qui n'obéit pas aux ordres d'une logique concurrente ou d'une logique commerciale qui pousse à surproduire pour au final ne faire que du superficiel. Et aussi un média qui n'appartient pas à des personnages qui souhaitent manipuler l'opinion dans le sens de leurs intérêts. Et un média où les journalistes auront la liberté totale de travailler sur tous les sujets d'intérêt public. Et à partir de ça, nous avons déjà posé les bases, parce que nous savons que ceux qui savent toujours les bases d'un média crédible très souvent au Sénégal, c'est la source de financement. Le pouvoir est grisant en Gambie. Le président Adama Barrow est sur le point de se dédire. Une partie de la coalition qu'il a portée au pouvoir en 2016 dans son soutien dans son désir de rester au pouvoir alors qu'il en avait promis d'en faire que 3. Le débat fait rage actuellement à Banjul. Les partisans de Ousseynou Darbo, l'opposant historique, sont vent debout. Les explications de notre correspondant sur place, Amadou Bari. C'est au sortir d'une audience avec Adama Barrow que Fatoumata Diallo Tambadjan, présidente d'honneur de la coalition 2016, par ailleurs ancienne vice-présidente de la Gambie, a annoncé cette décision qui était tant attendue. Selon ses dires, la coalition a décidé d'accorder au président Barrow la légitimité pour un mandat de 5 ans désormais, non sans préciser que cette décision résulte de 2 années de consultation avec toutes les parties prenantes. Madame Tambadjan prétexte le lancement de plusieurs programmes qui, estime-t-elle, ne peuvent être achevés en 3 ans pour renouveler sa confiance au chef de l'État. Lors de cette sortie, elle a fait fi du choix de 2 principaux partis de la coalition, à savoir le Parti démocratique unifié UDP d'Ousseynou Dabo et le Parti démocratique pour l'indépendance et le socialisme Pidoy de Khalifa Sall. Les 2 formations dénoncent un acte unilatéral, voire une usurpation, car n'ayant pas été consulté ni associé avant que cette décision ne soit rendue publique. Il faut dire que la question de la durée de mandat du chef de l'État fait l'objet de controverses et est devenue une pomme de discorde de la classe politique gambienne. Entre-temps, un mouvement citoyen dénommé Opération Trieste Jotna a vu le jour. Ce mouvement milite pour le départ du président au bout de ses 3 ans à la tête de l'État, conformément à sa promesse de campagne. Il faut rappeler que le mémorandum d'honneur signé par la coalition avant son élection prévoyait un mandat de 3 ans. Adama Barrow en personne à l'issue de son élection l'a réitéré à maintes reprises. Mais en 2 ans et demi de mandat, le ton a changé. En juin dernier, lors d'un meeting, le leader gambien a mis fin au faux suspense en annonçant son intention de rester 5 ans à la tête de l'État. L'actualité internationale nous conduit en Tunisie, en France et à Hong Kong, mais d'abord, c'est le Mali qui est fragilisé sur le plan sécuritaire.
Au Mali, des hommes armés ont mené dans la nuit de dimanche à lundi une double attaque dans la localité de la région de Mopti. 2 civils ont été tués à Mondoro. Le bilan de l'attaque de Boulikessi est encore imprécis. Environ 150 km séparent les 2 localités. Selon des témoins, ce sont de présumés djihadistes du groupe Ansarul Islam qui ont mené de manière coordonnée les 2 opérations. Les assaillants étaient lourdement armés d'après les différents témoignages. Dans leur fuite, ils ont emporté du matériel militaire. En Tunisie, la Cour d'appel a rejeté ce mardi une nouvelle demande de libération du candidat au second tour de la présidentielle Nabil Karoui à 2 semaines seulement du scrutin. Ses proches sont très déçus de cette décision. Ils la considèrent comme une mascarade qui menace le processus démocratique. Ses avocats ont affirmé qu'ils allaient se réunir pour décider de ce qu'il y a lieu de faire. Nabil Karoui est poursuivi depuis 2017 pour blanchiment d'argent et évasion fiscale. Il a été placé en détention préventive le 23 août dernier et toutes ses demandes de libération ont été rejetées jusque-là. En France, la Cour de cassation valide le renvoi en correctionnel de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Big Malion. Elle lève ainsi le dernier obstacle à la tenue d'un procès de l'ancien chef de l'État pour financement illégal de campagne électorale. Cet arrêt confirme une décision rendue par la Cour d'appel de Paris en octobre 2018. Il clôt une bataille de procédure déclenchée par la défense de Nicolas Sarkozy après son renvoi en correctionnel il y a 2 ans et demi. Reste maintenant à définir la date du procès au cours duquel doivent être jugées 13 autres personnes. Serge Tourner, l'un des 2 juges d'instruction chargés de l'enquête, reproche à l'ancien Premier ministre sous Jacques Chirac d'avoir dépensé au moins 42,8 millions d'euros pour sa campagne perdue en 2012, dépassant ainsi très largement le plafond autorisé qui est de 21 millions d'euros. À Hong Kong, pour finir, des batailles de rue ont éclaté ce mardi entre manifestants armés de cocktails Molotov et forces de l'ordre. Ces derniers ont tiré à balles réelles sur un jeune contestataire au moment où étaient organisées à Pékin des festivités pour les 70 ans de la fondation de la République populaire de Chine. C'est la première fois en près de 4 mois de contestation qu'un manifestant est visé par un tir à balles réelles. La police fait état de 31 blessés, dont 2 graves, dans l'ensemble de la ville, sans plus de détails. Les manifestations parties du rejet d'un projet de loi d'extradition vers la Chine continentale, abandonné depuis, portent désormais sur le respect des principes démocratiques à Hong Kong et la dénonciation d'une influence excessive de Pékin. L'actualité internationale nous a donc menés au Mali, en Tunisie, en France ainsi qu'à Hong Kong. La journée internationale du café a été célébrée ce mardi 1er octobre. C'est l'une des boissons les plus consommées dans le monde, on le sait, mais des abus et de la surconsommation sont de plus en plus relevés par les sociologues de l'alimentation, de même que les médecins. C'est encore plus grave et plus inquiétant quand on y rajoute des quantités incontrôlables de sucre. C'est un sujet qu'on peut siroter, mais avec modération, qui a été réalisé par Ndeye Marianne Ndiaye, qu'on peut suivre. Ils sont presque partout dans la ville de Dakar. Le café est presque devenu une drogue pour la majeure partie des Sénégalais. Je bois minimum 3 à 4 tasses par jour. Moi, je bois du café dès que j'en ai envie. Bon, je ne peux pas compter le nombre de tasses, mais l'essentiel, moi seul, je bois plus de 100 tasses par jour. À chacun, ses raisons et l'effet que le café lui procure. Ça fait partie de ce qui me réveille et me donne de la force, surtout au moment des études. Quand je prends du café, je me fatigue rapidement et je perds l'appétit. Franchement, le café a des effets extraordinaires. C'est le dosage qui compte. Si vous avez bien dosé le café, c'est bon pour la santé. La consommation abusive aurait-elle des effets? Le café est plutôt une boisson qu'on peut aussi consommer sans trop s'inquiéter des effets si on le consomme de façon raisonnable.
Dr Diak conseille de boire le café avec modération. Ce qu'il faut dire simplement, c'est une consommation excessive de sucre. Elle est nocive. Donc, s'il est possible de manger sans, ou bien de boire sans mettre de sucre, c'est mieux. Si on peut prendre du café sans mettre de sucre, c'est que c'est quelque chose de tout à fait possible. C'est mieux. L'hygiène dans la préparation également compte. Il n'y a pas d'hygiène. Tu vois des gens qui vendent du café n'importe comment. Et tu sais que vendre des produits alimentaires exige une certaine propreté. Cet inconditionnel du café appelle les autorités à réorganiser le secteur. La solution est que l'État organise le secteur pour qu'on puisse savoir qui doit vendre le café ou pas. Le café est l'une des boissons les plus consommées au Sénégal. En ce jour de la célébration de la Journée internationale du café, la modération est recommandée pour éviter d'éventuelles complications. Voilà donc ce qu'on pouvait retenir dans la marche du monde et dans l'actualité au Sénégal ce mardi. Merci de nous avoir suivis sur ITV. Dans un court instant, hier avec Sophia Ba, qui sera suivie par le professeur Songué Diouf dans « Il nous inspire ». Moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Bonne soirée.